Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le mercredi 24 octobre 2018 et aujourd'hui, je pose la question si le dollar USD va prochainement abdiquer. Pourquoi je pense que le dollar a une forte marge de baisse, tout simplement eh bien parce que l'USD et CNH commencent de plus en plus à me suggérer d'un point de vue technique qu'on va avoir un beau retracement de cette paire, ce qui aurait pour conséquence eh bien une remontée de l'or, une remontée de l'euro, bien évidemment des paires majeures et en fait une nette sous-performance du dollar. Voilà, donc on va voir ça dans un petit instant. Comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier, on fait toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Petit briefing de l'actualité. Concrètement, nous avons la Commission européenne qui a rejeté mardi, donc hier, le projet de budget 2019 en raison d'un déficit excessif et lui a donné 3 semaines pour présenter un nouveau document. Le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici se dit ouvert à un dialogue constructif avec l'Italie. Sur cette affaire Khashoggi, Donald Trump a estimé que l'assassinat du journaliste saoudien et les tentatives pour dissimuler cet assassinat constituaient un fiasco total de la part de l'Arabie saoudite. Mike Pompeo a précisé que plusieurs responsables saoudiens impliqués avaient été identifiés et seraient sanctionnés. Mike Pence espère une réponse internationale et on a par ailleurs Donald Trump qui a délégué la responsabilité de sanctionner ou non l'Arabie saoudite au Congrès américain. Concernant le Brexit, d'après le Times, s'appuyant sur des documents consultés, des fuites, le projet du gouvernement britannique pourrait en théorie mener à une longue période de transition de plusieurs années sur une base évolutive avec un point annuel pour décider d'une extension ou non de cette période de transition. Voilà, donc on a ce cocktail, hein, budget Italie, affaire Kachowski, Brexit, qui concrètement est toxique pour l'appétit, pour le risque, et on l'a vu hier. Japon, le résultat préliminaire de l'enquête Market Nikkei indique une accélération du secteur manufacturier en octobre à son rythme le plus soutenu depuis 6 mois, et ça serait, a priori, d'après ces chiffres préliminaires, hein, une première hausse des ventes à l'export depuis le mois de mai pour le Japon. Au niveau de la Fed, nous avons le président de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic. Alors Raphaël Bostic, on va dire qu'il est jugé centriste, il est ni hawkish ni dovish, c'est comme Powell, si vous voulez. Donc voilà, et qu'il est davantage en accord avec l'idée d'une quatrième hausse des taux d'ici la fin de l'année, la quatrième hausse des taux qui est quasiment intégralement pricée. On va le voir dans un petit instant. Au niveau de la Chine, nous avons le gouvernement qui serait en train de tabler sur une aide dans les régions affectées par la guerre commerciale et de nouvelles mesures fiscales pour soutenir la croissance. Ce qui n'est pas une première depuis le début de l'année, hein. Ça fait quand même pas mal de temps, mais voilà. Au niveau des chiffres, alors on voit qu'on a une belle baisse des marchés actions hier, hein, notamment européens, mais voilà, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell qui n'ont pas su rebondir. Alors on a quand même eu une nette correction en fin de séance parce que rappelez-vous en début d'ouverture, au début de séance américaine, les indices américains qui lâchaient plus d'un ou même 2%. Et finalement on a une clôture inférieure à 1 pour tous les indices, donc voilà, on a eu quand même un rebond en fin de journée. DXY qui a clôturé à l'équilibre, le 10 ans américain qui est stable à 3,15%, le yen qui est en recul ce matin, ainsi que le gold et le nickel, le Shanghai qui rebondissent grâce probablement aux mesures, à l'annonce du gouvernement chinois. Voilà pour des mesures compensatoires de cette guerre commerciale. On a également les devises commodities, AUD, CAD, NZD qui surperforment ce matin. Donc voilà, c'est typiquement une attitude du marché lorsqu'on a des perspectives qui s'améliorent envers la Chine. Au niveau du calendrier économique, alors aujourd'hui, il y a 3 rendez-vous. Un, les indices PMI préliminaires de market en zone euro à 9h30, 10h et à 15h aux US. Vous voyez, indice des PMI manufacturiers, indice des PMI services, indice des PMI composites. Ensuite, nous aurons la Banque du Canada à 16h, avec notamment une hausse des taux qui est totalement pricée, hein, pricée à hauteur de 95% d'après Reuters. Enfin, c'est une probabilité de 95%, donc voilà, concrètement, c'est pricé. Maintenant, ce que va vraiment surveiller le marché, ce qui est important,
c'est pas vraiment cette hausse des taux de 25 points de base, c'est le communiqué. Ça sera le premier communiqué depuis le nouvel accord de l'ALENA. Est-ce que la Banque du Canada va se montrer plus au quiche ou non? C'est ça dont le marché va surveiller. Si la Banque du Canada devient plus au quiche, on peut très bien avoir une Banque du Canada qui, l'année prochaine, fait une hausse des taux par quarter, par trimestre, comme ce qu'a fait la Fed cette année. Voilà. Pour un moment, si vous avez envie, il y a une hausse des taux donc, qui est pricée pour le mois d'octobre, donc pour aujourd'hui. Une seconde qui est attendue au premier trimestre de l'année prochaine et une autre au deuxième trimestre de l'année prochaine. Donc en clair, d'aujourd'hui jusqu'à l'été prochain, on a 3 hausses des taux. Une aujourd'hui, 2 en début d'année, enfin 2 au premier semestre de l'année prochaine. Est-ce que ce rythme va augmenter? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle hausse des taux à la Banque du Canada en décembre, au lieu d'en avoir une, vous voyez, au premier trimestre? Eh bien, voilà, les lignes vont bouger aujourd'hui selon le ton du communiqué. Si on a un communiqué qui est inchangé par rapport aux précédentes publications, c'est-à-dire notamment la mention incertitude commerciale, eh bien dans ce cas-là, on aurait une baisse du CAD. Maintenant, si cette mention est enlevée du communiqué, eh bien, il y a des chances que le dollar canadien surperforme en fin de séance aujourd'hui. Voilà, donc on aura la Banque du Canada à 16h et à 20h, le livre belge de la Fed. Le livre belge de la Fed qui, je vous rappelle, c'est les prévisions, l'état de la situation économique dans les différents districts fédéraux américains, avec notamment les prévisions. Donc c'est publié, il me semble, 10 fois par an, ce livre belge. Et c'est sur ce livre belge que ensuite le FOMC décide ou non des hausses des taux. Voilà donc pour ce petit point. Bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Didier que je salue également, Ronald, Loïc, Pascal, Gilles, bonjour à vous. Son image ok, merci pour cette confirmation. Gilles, Edgy, bonjour. Brice que je salue également. Rémi, voilà, beaucoup d'habitués, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on commence par l'USD-CNH avec ce triangle ascendant en 4 heures qui est en cours de formation depuis maintenant 2 mois, vous voyez, depuis le mois d'août. Le pic qui a été atteint lors de la crise de la livre turque. Néanmoins, en 4 heures, on constate une divergence. Et si le RSI passe sous 50, on pourrait avoir un premier signal. Voilà, on a également une oblique qu'on peut retrouver. Alors, on a eu une petite exception à ce moment-là, tout comme le RSI. Mais si on fait abstrait, vous voyez qu'on a un support. Si on casse ce support, signal baissier, direction l'oblique haussière du triangle ascendant. Voilà. Donc ça sera à surveiller de très près. En tout cas, on voit que les 6,95 s'est débordé en intraday, mais finalement, on n'a pas la confirmation sur les temps journalières. En journalier, divergence. En hebdomadaire, divergence. Divergence qui est, vous voyez, ici. Donc, il manque plus que le signal en hebdo. Faut que le RSI clôture sous 70. Si on clôture sous 70, ça sera un signal baissier extrêmement important. Un petit peu à l'image de ce qu'on avait eu ici. Regardez. La grosse divergence. Et ensuite, le fameux rebond. On peut également parler de cette divergence. Vous voyez, sur l'USD-CNH, les divergences sont assez importantes, comme vous pouvez le constater. Et dès qu'on casse le support ou la résistance de la divergence, donc en l'occurrence ici, on avait un support là. La résistance de cette divergence, bon, elle était ici, elle était assez faible, donc on aurait attendu 30 dans ce cas-là. Eh bien, vous voyez que, bon, là, on a le signal haussier. Et ici, on a le signal baissier, voilà. Puisqu'on clôture sous le support de la divergence. Et vous voyez qu'ensuite, bon, faut être patient. Mais vous voyez que la perspective à long terme, une fois qu'on a cette divergence hebdomadaire, à long terme, c'est un signal qui est plutôt intéressant. Voilà. Mais faut être patient. Là, on est sur l'hebdo et vous voyez que c'est pas au simple chandelier. Enfin, c'est pas suite à cette divergence qu'on a directement le mouvement. Ça prend encore quelques semaines. Donc voilà. Mais en tout cas, ça permet de concrètement changer de perspective. Et là, divergence hebdo, divergence en journalier, divergence en 4 heures,
Voilà, ça me semble assez net, hein. Je trouve que les probabilités sont plutôt en faveur d'un retournement à moyen, long terme. À court terme, ça reste haussier. On voit que le prix, bon, certes, il est sous résistance, mais on a les moyennes mobiles qui permettent d'atténuer le bruit, et bien, qui sont encore orientées à la hausse. Donc, tant que ces moyennes mobiles sont haussières, donc tant qu'on n'a pas de croisement, tant qu'on n'a pas ce fameux Death Cross, eh bien, la tendance, elle reste haussière. Donc, pas de position vendeuse à mettre en place pour le moment sur le SDCNH. Bien qu'on soit sur un niveau de support, et que un niveau de résistance, pardon, et qu'on est donc sous un niveau de prix particulièrement intéressant pour passer à la vente. On attendra des signaux du prix qui se retourne. Voilà. Donc USD-CNH, signaux baissiers. DXY, DXY, divergence. Sommet, 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 sommet. Vous noterez que malgré le rebond qu'on a eu depuis le mois d'octobre, vous voyez qu'on n'a pas dépassé les sommets du début du mois. On reste concrètement dans ce range. Alors, est-ce qu'on va faire un double top? On est encore très très loin de pouvoir l'affirmer, puisqu'on est seulement en train de faire le deuxième test du R1 mensuel. On est encore loin d'avoir l'échec. En tout cas, si on a un signal baissier sous le R1 mensuel, on pourra s'attendre à un retour au pivot du mois, vous voyez, en fait au support du lundi de la semaine dernière, c'est-à-dire aux alentours des 94,50. Donc là, l'USD-CNH en 4 heures, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit qu'on a une divergence baissière. En journalier, on a une divergence baissière également. Vous voyez ici, tac, tac, divergence baissière. Et en horaire, c'est pareil. Regardez. Hop. Voilà, on a des momentum qui se rentrent à la baisse sur le dollar. Donc le catalyseur, ça peut être quoi? Ça peut être le livre beige. Ça peut être le livre beige qui peut montrer des effets négatifs sur l'économie américaine de la guerre commerciale. C'est possible. Voilà. Ou des incertitudes, parce que dans le livre belge, il y a aussi des enquêtes sur des chefs d'entreprise ou des chefs d'industrie aux États-Unis. On peut très bien avoir des perspectives négatives de ces chefs, de ces patrons d'industrie dans ce livre belge ce soir. Voilà, donc le livre belge pourrait être un catalyseur. Si c'est pas le livre belge, je vous rappelle qu'on a un PIB prévisionnel des États-Unis qui sera publié en fin de semaine. Ça peut très bien être le PIB. Bon, en tout cas, il faudra une étincelle. Faudra une étincelle pour avoir une baisse importante du dollar. Mais en tout cas, on voit que sur le DXY ou sur l'USD-CNH, techniquement, sur du journalier, du 4 heures et même du horaire, ça commence, enfin le momentum haussier est clairement dégradé. On n'a pas encore le signal baissier, mais en tout cas, c'est pas le moment de rentrer à l'achat. Et sur l'euro, eh bien, on a tout l'inverse. Bon, on n'a pas de divergence, mais on voit qu'on a un momentum qui rebondit, un prix qui se maintient au-dessus de ce plus bas de 20 jours. Vous voyez? Et voilà, encore une fois, tant qu'on dépasse pas ce plus bas de 20 jours à 1,1432, eh bien, cette zone de support entre 1,1450 et 1,1432 me semble être un niveau de prix assez intéressant pour passer à l'achat et viser les 1,15 à peu près, voire les 1,1520, qui est le plus haut de la semaine dernière, le plus haut de lundi. Mais voilà, concrètement, on reste dans ce range. Donc ça, on est en horaire, en 4 heures. 4 heures, vous voyez qu'on a un prix qui est à plat, un RSI qui rebondit. Donc on a une petite quand même divergence haussière. On a une petite divergence et si le RSI passe au-dessus de 50, ça serait un nouveau signal bullish. Et au niveau d'unité de temps journalière, on a quand même une divergence très importante. On a une divergence très importante, enfin qu'on avait pardon en mois de mai jusqu'au mois d'août. Oui, puisqu'on avait le RSI qui rebondissait et le prix qui inscrivait des prix de plus en plus bas. On avait le signal aussi qui avait été donné le 22 août. Maintenant, on a une réintégration sous 50, mais on reste au-dessus d'une oblique de momentum. Aussi longtemps qu'on est au-dessus de cette oblique de momentum, le momentum reste dans une tendance haussière. Voilà. Et si le RSI repasse sur 50, au-dessus de 50, ça sera un signal haussier. Vous noterez que là, on est dans un triangle ascendant à court terme. Creux, 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 de plus en plus haut. Et on a 50 qui fait office de résistance. Vous voyez ici. Donc, hop, et je vais étendre. Voilà, extension, support,
la résistance, triangle ascendant. Donc on a un triangle ascendant, on a également cette oblique. Donc d'un point de vue du momentum, c'est comme enfin, un peu comme l'USD-CNH, sauf que l'USD-CNH, les divergences sont quand même assez importantes, voilà, vraiment massives. Alors que sur l'order, on n'a pas ces divergences, mais on a des momentum, on a un momentum qui rebondit sur du journalier. Regardons un petit peu en hebdo ce que nous avons. En hebdo, non, on n'a pas de signaux. Vous noterez toutefois que le momentum en hebdo n'a pas dépassé 50 le 17 septembre, enfin 50-36, donc c'était une timide hausse. Voilà, donc, mais concrètement, le momentum il reste baissier depuis avril. Hein. Il reste baissier depuis avril. Et donc voilà, concrètement, dès qu'on aura un RSI au-dessus de 50, ça permettra d'avoir des convictions haussières beaucoup plus intéressantes. Vous noterez également que cette moyenne mobile à 200 semaines est à un niveau de prix particulièrement important. Voilà, donc, que ce soit l'euro-dollar, le DXY ou l'USD-CNH, on n'a aucun de ces trois actifs qui nous suggère une poursuite de la hausse du dollar. En fait, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt des signaux qui montrent un essoufflement de la tendance du dollar. On n'a pas encore les signaux techniques bearish dollar, et donc bullish euro et bullish yuan, mais on a des signaux haussiers qui ne sont plus présents sur le dollar. Ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'on a des signaux baissiers. Mais en tout cas, on n'a plus de signaux haussiers. Voilà. En plus, je rappelle, la hausse des taux de la Fed de décembre est quasiment intégralement pricée. Donc, voilà, quels seraient les catalyseurs qui permettraient une remontée encore du dollar? Eh bien, seulement si les PMI, si les chiffres macro continuent à tabler sur une accélération de la croissance américaine. Il faut savoir que la croissance américaine est déjà extrêmement importante. Est-ce que c'est possible de faire plus qu'actuellement? Un taux de croissance, il me semble, de 4% les derniers chiffres. C'est énorme, 4%. Donc, voilà, ça me semble compliqué de faire mieux qu'actuellement. Et si on ne fait pas mieux qu'actuellement, le marché va être déçu. Et qui dit déception dit vente. Voilà, donc dollar, que ce soit fondamentalement ou techniquement, je ne suis pas baissier pour le moment, mais en tout cas, je ne suis plus bullish sur du moyen long terme. Sur du court terme, voilà, la tendance, elle reste haussière. Elle reste haussière, donc c'est pas le moment, encore une fois, de passer, comment dire, de passer à la vente du dollar. Parce que si on regarde notre dollar USD équipondéré, voilà, on reste quand même sur des niveaux assez élevés. Mais encore une fois, voilà, on a des divergences, donc c'est pas le moment de se positionner à la vente. Regardez ici cette divergence hebdomadaire. Regardez un petit peu la grosse divergence. Titre de comparaison. Ici, c'était une divergence haussière. Et lorsqu'on avait le dépassement de 50, on avait le signal. Ici, on aura 50 sera le deuxième signal de vente, puisque on a déjà ce support de la divergence qui est à 54. Donc si déjà le RSI hebdo passe sous 54, ça serait un signal baissier. Ensuite, s'il passe sous 50, ça serait un second signal baissier. Pour moi, encore une fois, c'est qu'une divergence. Une divergence n'est pas suffisante, pour passer, pour anticiper un retournement. Une divergence, c'est simplement, ça nous indique qu'on a un essoufflement du momentum. C'est-à-dire que la tendance actuelle n'est plus soutenue par le momentum. C'est comme si vous étiez en voiture sur l'autoroute, d'accord? Donc vous allez assez vite et vous lâchez la pédale. Ça ne veut pas dire que vous êtes à l'arrêt. Ça veut simplement dire que votre vitesse va décélérer. Mais vous n'êtes pas là en train de ralentir. Enfin, vous n'appuyez pas sur la pédale de frein ou vous n'êtes pas à l'arrêt. Eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez c'est comme c'est l'énergie, il me semble, cinétique. Alors je ne sais plus. Bon, peu importe. Mais voilà, on a ou c'est comme si vous pédaliez sur un vélo, vous pédaliez très très vite et ensuite vous lâchez les pédales. Vous allez continuer d'avancer, mais vous n'allez plus avoir d'accélération. Eh bien, c'est pareil. Voilà, donc c'est cinétique. Merci pour ces confirmations, Brice et Stéphane.
Donc voilà, c'est pareil, hein, le momentum, ça fonctionne de la même façon, hein. C'est voilà, dès qu'on a une divergence, c'est comme si vous ne pédaliez plus sur un vélo. Ça ne veut pas dire que vous êtes à l'arrêt, ça veut simplement dire que votre vitesse n'est plus soutenue par votre énergie. Enfin, vous ne mettez plus d'énergie dans cette vitesse. Et donc c'est que de l'énergie voilà, qui était emmagasinée, qui continue à vous faire avancer en distance, mais vous n'accélérez plus. Et bien là, c'est pareil. Une divergence, ça ne veut pas dire que vous allez vous arrêter immédiatement. Il y a encore potentiellement une marge de hausse. Voilà. Voilà comment faut voir les divergences, hein. Si vous devez la visualiser, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas commencé par les indices parce que le thème d'aujourd'hui c'était, le focus c'était le dollar. Donc voilà, je commence par le forex exceptionnellement aujourd'hui. Vous voyez que l'AUD, le NZD surperforme. On a le dollar qui vient ensuite, le GBP, l'euro qui sous-performe. Donc devises Como en hausse. Devises Como en hausse. Donc voilà, l'euro-dollar encore une fois 1,1432. Tant qu'on ne dépasse pas ce plus bas de 20 jours, pourquoi pas passer à l'achat sur ce niveau de prix. En horaire, vous voyez qu'on a un momentum baissier, donc ça à garder à l'esprit. Ça garde à l'esprit. Donc là, on va peut-être aller chercher, vous voyez, on arrive proche de ce support entre 1,1450 et 1,1420. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut passer à la vente maintenant? Je pense que d'un point de vue ratio scorement, c'est pas très intéressant. Par contre, chercher un niveau, un prix, un point d'entrée à l'achat vers cette zone de support, ça serait peut-être plus intéressant. En 15 minutes, on n'a pas de divergence, on a un momentum orienté à la baisse. Donc là, on va très 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 court terme, c'est baissier. L'euro-dollar a des fortes chances d'aller chercher les 1,1430. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que voilà, l'explication, c'est que ce spread BTP-Bund est quand même à 312 points de base. Donc il reste quand même assez élevé, il reste tendu. Il reste tendu. Voilà. Donc on va faire notre analyse rapide, voilà, des index. Yen, depuis voilà depuis 2 semaines, regardez ce que nous avons. On a concrètement un canal haussier. Bon, on a un canal haussier, donc c'est haussier pour le yen en 4 heures. Un RSI qui rebondit, au-dessus de 50. Voilà, c'est bullish, hein. Le yen à très court terme, c'est bull. Le NZD, c'est bull également. NZD, c'est bull également. Par contre, attention parce on avait une divergence. On avait une divergence qu'on avait repérée. Le RSI qui a hier après-midi, enfin mardi, pardon, clôturé sous 50. Lundi, excusez-moi, nous sommes mercredi, donc c'est lundi 22. Le RSI qui avait clôturé sous ce support de momentum. Néanmoins, on est au-dessus de 50. Donc voilà, on peut toujours anticiper un rebond. L'AUD, rebond, rien à signaler, hein, sur l'AUD. Vous voyez qu'on a une très très légère tendance haussière puisqu'on a des creux, des sommets de plus en plus hauts, mais c'est pas non plus quelque chose d'important. On reste dans un canal baissier sur du long terme. Donc voilà, j'ai pas vraiment de perspective haussière sur l'AUD malgré le rebond que nous avons ces dernières séances. L'euro toujours très orienté à la baisse, comme on peut constater. Voilà, c'est indiscutablement baissier sur du court terme. Voilà, on n'a pas de divergence haussière en daily pour le moment. En fait, on a même un RSI sous 50. On voit qu'on a un petit support de momentum à 41, 40, 41. Vous voyez, rebond du RSI, rebond du RSI. Mais bon, ça semblerait être qu'une question de séance pour qu'on casse ce support. En weekly, si on sort par le bas de ce nuage, ça sera un nouveau signal baissier. Donc voilà, pour le moment, l'euro. Alors face au dollar, pas forcément stratégie à la vente, mais face à des devises comme le yen, par exemple, ça peut se vendre. Donc euro-yen, pourquoi pas? Pourquoi pas passer à la vente sur du très court terme? Le GBP, en 4 heures, c'est pareil. Vous voyez que le RSI se met de plus en plus bas, tout comme le prix. C'est tendance baissière à court terme sur la livre sterling. Le franc suisse, on a toujours cette divergence qui se creuse et qui même en fait se valide, hein, depuis voilà, le début de la semaine. Le RSI qui passe au-dessus de 50 et qui, pour la première fois depuis cette divergence, arrive à se stabiliser au-dessus parce que ici, vous voyez que ça n'a pas duré longtemps, hein, le RSI au-dessus de 50.
Donc voilà, RSI au-dessus de 50, franc-suisse, pourquoi pas s'attendre à un rebond. En tout cas, patigno baissier sur le franc-suisse à court terme. Le dollar à court terme, patigno baissier. Et le CAD, regardez, le RSI, donc on a cette divergence. La résistance qui forme donc un triangle ascendant. Si le RSI sort par le haut de ce triangle, ce qui est plus probable dans un triangle ascendant, eh bien, on aura un signal haussier du CAD. Et donc l'EuroCAD, voilà, l'EuroCAD, le JBP CAD, ça pourrait être des paires à shorter sur du court terme. Vous voyez, quand 4 heures pivot mensuel a fait office de résistance, et là on pourrait être en train de faire un double top. Si on clôture en dessous des 1,49,49, signal baissier, et on viendra chercher la hauteur. En fait, on ira tout simplement chercher le plus bas ici, mais théoriquement, il faudra chercher la hauteur de ce double top. Alors pour le moment, on ne peut pas parler de double top puisqu'on n'a pas eu la confirmation avec la ligne de coup. Mais vous voyez que l'objectif théorique d'une cassure viendrait chercher ses plus bas de l'année. Enfin, ses récents plus bas, pardon, donc à 1,4763. Le catalyseur pourrait être la Banque du Canada. Voilà. N'anticipons pas le breakout, même si c'est tentant, je vous l'accorde. C'est risqué d'anticiper un breakout. Donc voilà, soyez prudent sur l'EuroCAD. Soyez prudent. Si on passe sous 1,49,49, encore une fois, on aura notre signal baissier jusqu'à 1,48. GBP CAD, pareil. GBP CAD. Alors, déjà, on va voir un petit peu en daily ce que ça donne. Vous voyez que la livre sterling sous-performe. Sous-performe. On avait une sortie par le haut, finalement qu'on réintègre dans ce canal, oui, donc voilà. Et là, concrètement, la perspective, elle est baissière. Elle est baissière jusqu'à 1,65,95, qui est le plus bas du mois. Voilà, donc c'est possible qu'on vienne chercher ce niveau de prix d'ici les prochaines séances. L'USD CAD, toujours entre cette ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée et la borne haute du canal baissier. Donc indécision totale, on ne sait pas trop sur quoi s'appuyer pour se positionner. Donc le mieux c'est d'attendre davantage de confirmations. Tant quand on n'a pas de perspective suffisamment claire, il faut attendre des confirmations. Donc soit on sort par le haut de ce canal et ça nous rassure sur cette épaule tête épaule inversée et on pourra viser le R2 mensuel, ou soit on réintègre la ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée et dans ce cas-là on annulera cette pattern et on ira chercher les 1,2932. Voilà, donc c'est qui tout doux pour le USD CAD. Encore une fois, à mon avis, la Banque du Canada, c'est le catalyseur des paires en CAD aujourd'hui. Voilà, donc EuroCAD, GBP CAD, dans le fond, ça me semble intéressant de les shorter à court terme. Malgré cela, on va attendre quand même davantage de confirmation technique sur l'EuroCAD pour valider le double top. Mais voilà, en tout cas, les perspectives, de par nos analyses techniques de l'euro index équipondéré et le CAD index équipondéré, ça me semble concrètement en faveur d'une baisse de l'EuroCAD et du GBP CAD. À court terme, je parle bien. L'euro yen, j'en ai parlé également. L'euro yen, le GBP yen, c'est pareil. L'euro yen, le GBP yen, c'est pareil. On a RSI qui passe sous 50 en journalier. En 4 heures, on teste le récent plus bas. On a une divergence haussière qui est en train de se former. Regardez. Creux, 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 de plus en plus haut. Maintenant, voilà, encore une fois, imaginez vous arrêtez de pédaler sur un vélo, c'est pas pour autant que vous allez vous arrêter. Donc, moi, j'avais écrit un article sur l'euro yen la semaine dernière en faveur d'une baisse jusqu'à 1,28. 1,27, vous voyez, 86, ce plus bas. Et voilà, ça devrait être atteint. Maintenant, il faut bien être conscient que la baisse actuelle n'est plus alimentée par le momentum. D'accord? Donc, on est peut-être en fin de tendance baissière de l'euro yen. Mais en tout cas, ceux qui sont à la vente actuellement, c'est possible de maintenir les stratégies vendeuses jusqu'à 128. Pour le GBP yen, c'est pareil. GBP yen, c'est assez, voilà, c'est baissier. C'est baissier. En journalier, j'ai pas vu, mais il me semble qu'on avait une belle divergence. Voilà. Dommage. Enfin, non, on n'avait pas vraiment de divergence, mais bon. Vous voyez que là, on a une résistance de momentum.
une oblique baissière. Voilà, tant qu'on est sous cette oblique baissière, on passe sous 50, voilà, c'est baissier. Perspective baissière. Tant que le RSI réintègre pas 50 ou sort par le haut enfin, casse cette oblique baissière, GBP Yen, ça devrait être clairement baissier. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? On n'a pas de divergence à l'inverse de l'euro yen. Vous voyez que c'est assez, ça fluctue. Hein. Ouais, donc mettez pas un stop de 10 pips si vous passez à la vente sur le GBP Yen. Hein. C'est quand même assez, il y a des rebonds, c'est assez volatile. Hein. Et voilà, regardez, on a deux def cross, moyenne mobile à 20 avec moyenne mobile à 200, moyenne mobile à 50 avec la moyenne mobile à 200. C'est signaux baissiers. La Greenspan sous le nuage. Voilà, je vois pas pourquoi on paierait le GBP Yen à court terme. En horaire, pareil, baissier. Voilà, donc GBP Yen. Alors, support intermédiaire, les retracements de Fibo, 50%, 144,81 comme prochain niveau de support, puis le S1 mensuel qui coïncide avec les 61,8% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire vers 143,80. Vous voyez, 143, 144. 144, c'est le prochain support. Donc 144,81, puis 144. Donc, baisse GBP Yen, baisse Euro Yen, baisse Euro CAD, baisse GBP CAD. C'est quatre paires à court terme intéressantes. Voilà, euro-dollar 1,1430, c'est fait, nous dit Loïc. Voilà, retour de l'euro-dollar 1,1430, l'euro qui se prend une petite claque ce matin. Mais voilà, tant qu'on n'a pas la clôture journalière en dessous de 1,1432, j'ai envie de dire que ce plus bas de 20 jours reste assez solide. Si on clôture sous 1,1432, ne serait-ce que de 5 pips en dessous, signal baissier. Signal baissier jusqu'à 1,1359. Et vous voyez que le SDCNH est un petit peu également haussier. Au niveau des indices, alors j'ai une observation intéressante faite par Lagno, Benjamin. Bonjour à vous Benjamin. Divergence haussière en journalier sur l'Eurostoxx 50. Alors divergence, pardon, sur l'Eurostoxx 50. Ce qui est le cas, en effet. Divergence. S3 mensuel comme prochain niveau de support. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Le momentum, il est baissier en journalier, extrêmement baissier même puisqu'il est sous 30. Le prix est orienté à la baisse. Donc voilà, les rebonds à très court terme en intraday sans mettre des opportunités pour vendre. Je dis bien en intraday parce qu'à moyen terme, je reste plutôt haussier. Voilà. Donc S3 mensuel, ça peut être un objectif short intraday. On voit que le CAC s'est servi de son S3 mensuel pour rebondir hier. On a également une légère divergence haussière. Vous voyez, c'est très léger, mais on en a une. Et encore une fois, on a eu, on a le CAC qui aujourd'hui teste les 5000 actuellement. On a ouvert avec un gap haussier. Si on se met en 4 heures, vous voyez, on clôture sous 5000, on ouvre avec un gap haussier à 5000, au-dessus de 5000, et là on teste 5000. Donc là on est sur un niveau de support très très important. C'est le S3 mensuel, je rappelle, c'est également 5000 points. On peut avoir des percées en intraday, mais voilà, tant qu'on reste dans cette zone, pour moi le risque baissier est assez limité. Et vous voyez qu'en 4 heures, on a une divergence. Divergence avec la résistance de momentum à 41,78. Si le RSI 4 heures passe au-dessus de 41,78, signal haussier, direction, eh bien, vous voyez ces résistances, 5057, puis 5100, puis 5200. 5200, c'est la résistance swing trading. C'est-à-dire que si on passe au-dessus de 5002, c'est perspective haussière jusqu'à 5005. Tant qu'on est sous 5002, il y a quand même une perspective baissière sur du swing trading. Voilà. Mais bon, la divergence est quand même assez importante, donc c'est pas le moment, comment dire, de shorter et c'est pas non plus le moment de payer. J'ai envie de dire restons neutres sur le CAC à court terme, tout comme le DAX avec cette divergence. Cette divergence, la résistance de momentum, voilà, c'est 50. Hein. Ouais, c'est légèrement en dessous, mais bon, c'est 50. Donc si le RSI 4 heures passe au-dessus de 50, signal haussier des indices européens. Je suis vendeur sur le DAX pour objectif 11 145, nous dit Brice. Est-ce correct? 11 145, alors ça me semblerait être sur du quand même long terme.
Enfin, long terme, non, pas si long que ça. Alors moi, ce que je vois sur les indices, comment dire, européens, je vois une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et on est en train de faire, selon moi, une vague 5, pardon. Euh, on est en train de faire la vague 5. Donc là, on a fait la petite 1, la petite 2, la 3. On est en train de faire la 4 et il semblerait qu'on est en train de faire une formation en zigzag de la vague 3, 5. Donc A, B, C. À noter que cette vague 4 ne peut pas dépasser la vague 1. Et si on pense que la vague 1 se termine ici, eh bien ça veut dire qu'on a un support qu'on ne doit pas dépasser à 10 530. Généralement, la vague C est égale à la vague A. Donc si on estime que c'est la vague A de la vague 4-3, 4-2, pardon, excusez-moi, on reporte cette distance. Et là, on est quand même sur support. 11 370. 11 140, ça me semblerait possible si on casse le S3 mensuel. Si on casse le S3 mensuel, on pourra s'attendre à un retour, vous voyez, à 10 800. Concrètement. Vous noterez la présence d'une divergence et même, j'ai envie de dire, d'un canal. Alors, non, on n'a pas de canal, puisqu'il a été quand même brisé. Mais bon, on a une divergence. Donc voilà, 11 140, pourquoi pas, si on clôture sous 11 000, sous le S3 mensuel. Voilà, moi je vois des résistances, vous voyez, des résistances donc importantes. Si on passe sous le S3, bien évidemment. Donc vous voyez que le S3 c'est quand même c'est ce plus haut, hein. 11 433. Ensuite c'est 10 800. Donc 11 140, oui, si on passe sous le S3. Comme la vague 3 est plus grande que la vague 1, exactement. Donc là, vague 1, vague 2, correction, vague 3, vague 4. Alors la vague 3 n'est pas forcément plus importante que la vague 1, mais la vague 3 n'est jamais la plus petite des vagues impulsives. Voilà. Donc on peut très bien avoir une vague 3 qui est plus faible, qui est plus courte que la vague 1, ce qui est rare, mais voilà. En tout cas, la vague 3 n'est jamais la plus petite. Et donc là, on serait dans la vague 3. Enfin, on serait dans la vague 4. C'est la vague corrective qui suit la vague 3. Et on serait en train de faire, je pense, un zigzag. A, B, C. Et on aurait donc, pardon, pour tracer un canal à la rigueur. Vous voyez, avant le rebond. En tout cas, si on estime que ici c'est le top de la vague 1, donc il y a deux possibilités. Soit on estime que c'est ici le top, le top de la vague 1 ou celui-ci, 10 800. Il y a deux possibilités. En tout cas, voilà, on ne peut pas dépasser les 10 530. Sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on refasse notre décompte héliotiste. Et d'ailleurs, en parlant de ces décomptes héliotistes, voici le mien pour le S&P. Pour ceux qui sont sur Twitter, vous avez sûrement dû le voir. Je vais l'afficher sur Twitter parce que voilà, je n'ai pas les indicateurs dessus. D'ailleurs, petite parenthèse, excusez-moi, pour la Banque du Canada, donc j'ai tweeté ça, c'est les probabilités pour la Banque du Canada. Ce qui nous intéresse, c'est le médian, c'est sur Reuters, ce terminal. Donc vous voyez, d'ici le 31 décembre, taux à 1,75, c'est le taux qui devrait être qui devrait être fait à l'issue de cette hausse des taux du mois d'octobre. Donc pas d'hausse des taux d'ici la fin du Q de ce trimestre après celle-ci. Au Q1, on a un taux médian à 2%. Au Q2 de l'année prochaine, 2,25. Et ensuite, on n'a aucune voyez, perspective. Voilà.
Bon, ça, c'était une petite parenthèse pour la Banque du Canada. Mais donc, je reviens sur mon décompte héliotiste du S&P. A, B, C, D. Et donc là, on serait en train de faire la E, donc c'est la 5e vague. Hein, voilà, c'est la dernière. Hein. C'est la dernière. 1, 2, 3, 4. 4. Alors, il y a deux possibilités. Soit on fait une vague irrégulière de la vague 4, c'est-à-dire A, B, le B qui dépasserait le top de la vague 3, de la grande 3, pardon. Donc, soit on est en train de faire une vague irrégulière, soit on est en train de faire la vague 5, avec la 1, 2, la 2 qui ne peut pas dépasser la vague le plus bas, la vague corrective, donc les 2550. Donc là, concrètement, il y a une possibilité que le S&P baisse jusqu'à 2550, mais pas plus bas. Sinon, ça met en cause notre décompte héliotiste. Et ensuite, après la vague 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la vague 3, qui est une vague impulsive et qui dépasse de loin la vague 1. Et donc, l'objectif minimum serait les 3000 points. La vague 3 est plus grande que la vague 1. Oui, généralement. Mais la règle, il me semble, hein, je suis quasiment sûr, c'est que la vague 3 n'est jamais la plus petite. Mais il me semble pas qu'il y a la règle qui indique que la vague 3 doit être plus grande que la vague 1. Je vérifierai juste après ce webinaire, mais il me semble pas. Mais bon. En tout cas, la vague 3 est toujours grande et n'est jamais la plus petite des 3 vagues impulsives que composent les vagues d'Elliott. Sinon, plouf, sinon retracement beaucoup plus important, oui. Bonjour, est-ce que Draghi compte confirmer son whatever it takes demain ou laisser l'économie tomber en récession? Alors, tomber en récession, non. Je pense pas que l'économie de la zone euro va tomber en récession puisqu'on est dans un contexte où la croissance mondiale est quand même assez importante hein, par rapport aux autres années. Mais par contre, il pourrait se montrer assez prudent au vu des incertitudes qu'il y a en Europe. Il ne veut peut-être probablement pas enfoncer le clou. Si on est, imaginez Draghi qui commence à avoir un ton plus au quiche, ça va encore tendre le marché obligataire qui est déjà très tendu avec ce budget italien. Voilà, exactement François, vague impulsive de la vague 3 serait haussier, ce serait bien puisqu'on arrive en fin d'année et souvent hausse de fin d'année, exactement. Normalement, octobre-décembre, c'est le bull market. Bon, le mois d'octobre commence assez mal, enfin, et 2/3, 3/4 du mois d'octobre ont été particulièrement négatifs. Statistiquement, c'est un très bon mois. Mais donc voilà, ça, la vague 3 est une vague impulsive et ça coïncide assez bien avec la saisonnalité, qui est pas au jour près, mais normalement on a un bull market en fin d'année. Donc on pourrait avoir un bull market qui pourrait arriver. Voilà, donc au niveau des marchés actions, court terme baissier. Voilà, tant qu'on casse pas des niveaux de support, des niveaux de résistance importants. Donc vous voyez sur S&P, le support c'est celui-ci, la résistance pardon c'est celle-ci, donc 2821. Tant qu'on dépasse pas les 2821, j'ai envie de dire qu'on reste dans une vague corrective, dans la vague C de la vague corrective. Si on dépasse les 2820, ça pourrait être un signal haussier pour anticiper une fin de vague corrective et le début de la vague 3. La vague 3 de la vague 5. Et pour le DAX, eh bien c'est pareil. Hein. Le S&P, c'est un petit peu le maître hein, des marchés actions. Donc tant que le S&P tourne à la baisse, ça m'étonnerait qu'on ait un DAX ou un CAC ou peu importe qui rebondisse de façon importante et de moyen terme. Vous voyez que le S&P a également une divergence haussière. Donc voilà, c'est pas le moment de shorter sur du moyen terme. Je pense que voilà, on arrive trop tard parce que oui, je n'ai pas envisagé de shorter les indices il y a un mois. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas donné de signal baissier à ce moment-là. Voilà, donc on n'a pas pu profiter de cette baisse. Maintenant, est-ce qu'il faut shorter maintenant? La réponse en intraday, c'est possible. Alors pas si on est au S3 mensuel support qu'on est en train de tester actuellement. Mais si on a un petit rebond, pourquoi pas reviser des plus bas en intraday, je parle bien. Mais en swing ou en moyen terme, ça me semble extrêmement risqué de passer à la vente à ce niveau de prix. Vous voyez qu'en horaire, on a une divergence. En 4 heures, on a une divergence. En daily, on a une divergence. Donc, voilà, c'est pas le moment de se positionner short pour ceux qui se posent cette question. Si vous avez des objectifs short, comme les 11 140, pourquoi pas
pourquoi pas, puisqu'on reste dans un momentum baissier. Mais encore une fois, d'un point de vue ratio risque-rendement, passer short maintenant, ça me semble extrêmement risqué. Voilà. Et est-ce qu'il faut passer à l'achat? La réponse est non. Tant que voilà le DAX se maintient sous cette résistance, j'ai envie de dire que la perspective, elle est plutôt baissière et qu'on n'a aucune raison d'anticiper un rebond. Si le RSI demain, le RSI 4 heures passe au-dessus de 50 après cette divergence, ça sera un signal haussier particulièrement important. Alors j'attends que ça charge. En attendant, je regarde vos questions. Ah, voilà, ça a chargé. Donc si le RSI 4 heures passe au-dessus de 50, ok, on pourrait pourquoi pas passer à l'achat pour viser les 11 872 qui est voilà ce plus haut, mais également ce plus bas. Vous voyez, c'est support devenu résistance. Voilà. Donc ça, c'est les 11 800 et quelques, 11 880, 11 900, voilà. C'est la prochaine, c'est la résistance majeure avant les 12 500, 13 000. Voilà. Donc, si le RS 4 heures passe au-dessus de 50, signal haussier, direction 11 162. Ensuite, si on passe 11 162, ça sera un signal haussier de moyen terme important. Et bien évidemment, il faut que ça coïncide avec, enfin, il faut que les signaux convergent entre eux. C'est-à-dire que le S&P rebondisse également et que le CAC également. Donc voilà. Et pour les comos, alors je regarde déjà les questions. Oui, je pense comme beaucoup d'Européens qui ne savent à rien comme la guerre, qu'ils prennent notre argent et s'éclatent avec. Alors, je ne vois pas à quoi ça fait référence. Alors, je pourrais un petit peu plus détailler. Alors, je ne pense pas que de toute façon les banques centrales vont laisser les économies tomber. Dès que les économies tombent, justement, les banques centrales sont là pour ça, sont là pour revenir en aide. Donc, euh, donc voilà, et il n'y a pas de raison d'anticiper une récession pour le moment. Honnêtement, la croissance mondiale, elle est quand même assez forte. Certes, elle a été revue à la baisse, mais si on compare par rapport pas à l'année 2017, c'était une très bonne année, mais si on compare à 2015, 2014, 2016, on est quand même à la moyenne. Vous voyez, on n'a pas de quoi pour anticiper une récession. Ça semble trop lointain. Oui, il y en aura une. De toute façon, c'est des cycles, hein. Donc il y en aura une, il y en aura forcément une. Mais est-ce que ça va être l'année prochaine? Au vu des indicateurs que nous avons, ça me semble peu probable. Moi, ce que je surveille pour la récession, concrètement, c'est la courbe des taux, là. La courbe des taux US. Et la courbe des taux US s'améliore. Elle s'améliore, enfin, elle s'améliore. Elle s'améliore. On va dire elle se dégrade plus depuis, alors, c'est, courbe des taux, voilà, c'est ça. Elle ne se dégrade plus depuis le 24 août. Vous voyez que la courbe des taux était baissière. Dès que c'est à zéro, c'est un signal de récession qui arriverait en théorie, enfin généralement, statistiquement, 6 mois après qu'on ait entre 6 mois et 1 an après que la courbe des taux atteigne zéro. Là, on voit que la courbe des taux rebondit depuis 26. Donc, on a une repentification. Donc, voilà. Néanmoins, on reste dans une tendance baissière. Donc, voilà. De toute façon, il y aura une récession qui va arriver. Ça, c'est certain. C'est des cycles. Il y en aura toujours. D'accord? Maintenant, c'est la réponse, c'est quand est-ce qu'on aura une récession? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est dans 2 ans, dans 3 ans? Euh, Ça peut, voilà, si on coupe la part en deux, moi je vois bien personnellement une récession en 2020. Voilà. Maintenant, bon, il y a rien qui me dit que ce sera en 2020. La seule chose qui me dit qu'on approche d'une récession, c'est que cette courbe des taux est baissière. Et dès que ça arrivera à zéro, on aura le signal. On aura le signal que voilà, c'est relativement proche. Donc on passe aux commodities. On passe aux commodities avec l'or qui est pénalisé ce matin par la hausse du dollar. Donc 1230 l'or. Vous voyez que la résistance 1238, on a eu les vendeurs, donc c'était la résistance qu'on avait signalée. On a un pullback à l'oblique du triangle. En 4 heures, le RSI toujours soutenu par une oblique de momentum. Donc dès qu'on revient à 50, ce sera non seulement un support psychologique, mais ce sera également l'oblique de support. En journalier, pareil, vous voyez que le momentum respire et dès qu'on retestera cet oblique de momentum, ça serait possible de anticiper un rebond du prix.
La résistance importante, encore une fois, c'est 1240. C'est le R3 mensuel, c'est le chiffre, le retracement de Fibonacci de 33,8%. C'est également ce récent plus bas. Donc voilà. Autant vous dire que 1235, 1240, cette zone de 5 dollars, c'est une résistance très, très importante. Si on passe au-dessus de 1240, signal bullish jusqu'à 1263 dollars. Au niveau du Brent, on a eu une forte baisse hier. On revient au support, vous voyez, à 75,56 dollars le baril Brent, qui correspondait au plus bas du 6 septembre. Et voilà, ça va pas être bon pour l'inflation, pour les chiffres de l'inflation du mois d'octobre, et novembre. Bien que le pétrole sur un an glissant, eh bien, est haussier, regardez, sur un an glissant, on a une tendance haussière, donc ça soutient l'inflation. Mais le mois d'octobre, en mensuel, regardez, en mensuel, le Brent perd pour le moment 8%. Donc ça pourrait porter un coup aux chiffres de l'inflation partout dans le monde au mois de novembre. Le temps que ça se répercute dans les prix, ça sera plutôt au mois de novembre, on va le voir. Au niveau du brut, la baisse, c'est 9%, c'est encore plus important, vous voyez. Bon, par contre, sur un an, on reste en hausse. Hein. Donc ça, faut le garder à l'esprit. On a une baisse à court terme, mais il n'y a pas de quoi non plus s'inquiéter. Mis à part le fait qu'on passe sous la moyenne mobile à 200 pour le WTI. Par contre, le Brent, pas encore. Donc voilà, les cours de pétrole, c'est important d'avoir des signaux qui convergent. Pour le moment, le Brent est toujours au-dessus de la moyenne mobile. La lagging span, à noter qu'elle est en dessous du nuage. Donc on a deux signaux baissiers importants sur le WTI pour du moyen terme, c'est le prix sous la moyenne mobile à 200 et la lagging span sous le nuage, ce qui n'est pas encore le cas pour le Brent. Brent, lagging span toujours au-dessus du nuage, le prix également, mais surtout au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc le Brent ne confirme pas encore les signaux baissiers du WTI. Donc, n'utilisons pas ce signal pour shorter le WTI. En tout cas, c'est possible, hein, encore une fois, mais ça semble assez risqué. En tout cas, le prochain support sous la moyenne mobile, c'est 63,97. En journalier, donc momentum clairement baissier. En 4 heures, est-ce qu'on a une divergence? Non, on a pu. Vous voyez qu'on avait une divergence qui s'était formée, mais on a un regain de momentum depuis mardi. Sur le Brent, en 4 heures, WTI qui charge. Alors, c'est parce que j'ai beaucoup de données sur mes graphiques. Donc le WTI, vous voyez la divergence qui est annulée. Vous voyez la divergence. Le RSI n'a pas confirmé puisqu'on n'a pas dépassé cette résistance de momentum qui est à 52. On n'a même pas dépassé 50. C'est pour ça qu'il ne faut pas anticiper une divergence. Une divergence, c'est un signal d'alerte, mais c'est pas un signal exploitable pour passer, pour ouvrir une position. Et voilà, on a un regain de momentum. La divergence qui s'annule, regain de momentum depuis hier. Et voilà, on vient chercher un nouveau récent plus bas, 75,56. Prochain support, le SD mensuel à 72,80. Donc c'est baissier pour les cours de pétrole. On a les stocks comme tous les mercredis cet après-midi. Est-ce qu'on aura un restockage? Si oui, alors pression sur les cours. Et sinon, eh bien, si on a un déstockage, ça pourrait être un facteur de soutien. Mais vu le momentum, on va pas non plus s'attendre à un rebond majeur pour le moment. Un signal du prix qui pourrait remettre en cause cette tendance baissière, c'est si on sort de cette oblique. Bon, on a différentes obliques à surveiller. On a ces deux-là. Si le cours dépasse ces deux obliques, perspective haussière. Tant qu'on reste sous ces deux obliques, c'est clairement baissier. Voilà donc pour ce point de marché, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. En conclusion, voilà, l'euro GBP, perspective baissière d'un point de vue technique et fondamental. Hein. Italie, Brexit, vous voyez. Alors que à l'inverse, techniquement, CAD, ça me semble assez bullish. Enfin, techniquement c'est bullish. Le yen, c'est bullish. Je parle bien sûr du très court terme. Hein. Donc euro-yen, euro-CAD baissier, GBP-yen, GBP-CAD baissier. Voilà, ça me semble être les quatre paires Forex les plus intéressantes à court terme. Les indices, il va falloir s'attendre à ce qu'ils soient encore sous pression à court terme. Dès qu'on a de rebonds, ça peut être des opportunités en intraday pour viser des niveaux de support, puisqu'on voit un momentum baissier. Maintenant, il faut garder à l'esprit que sur du moyen terme, sur du 4 heures, sur du journalier, on a quand même des grosses divergences sur le S&P, enfin sur les indices américains, sur les indices européens. Donc
voilà, c'est pas le moment de rentrer à la vente sur les indices. Voilà donc pour ce point de marché. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à ce soir, 18 h, pour mon point de marché éducatif. Enfin, mon point de marché éducatif. Pour mon webinaire éducatif, 18 h. Et voilà. Excellente journée à vous, à ce soir. Et pour ceux que je ne trouve pas ce soir, eh bien écoutez, à demain pour ma prochaine revue des marchés.